Le mariage de la deuxième sœur semblait devoir apporter plus de joie à la famille, car ce beau-frère, bien que moins doué intellectuellement que l'autre, était un homme fait pour plaire à des femmes, ayant des sentiments délicats et habitué à tous les égards. Son comportement réconcilia Élisabeth avec l'institution du mariage et avec la pensée du sacrifice que celui-ci impliquait. En outre, les jeunes gens vinrent habiter tout près de la mer, et leur enfant devint le préféré d'Élisabeth. Malheureusement, l'année où cet enfant naquit fut troublée par un autre événement. L'état des yeux de la mère exigea une cure d'obscurité de plusieurs semaines, à laquelle Élisabeth s'astreignit aussi. Puis une opération fut déclarée indispensable, et les inquiétudes causées par cette intervention coïncidèrent avec les préparatifs du départ du premier beau-frère. L'opération une fois pratiquée, par un grand ophtalmologue, les trois familles se réunirent pour passer ensemble les vacances dans une ville d'eau. Élisabeth, épuisée par les soucis qui l'avaient accablée pendant les derniers mois, aurait dû se remettre durant cette période de détente où, pour la première fois depuis la mort du père, souffrances et craintes avaient cessé d'accabler la famille. Mais ce fut justement pendant cette villégiature qu'apparurent les douleurs et les troubles de la locomotion. Les douleurs s'étaient déjà fait sentir peu de temps auparavant, mais elles ne devinrent violentes qu'après un bain chaud pris dans l'établissement hydrothérapique de l'endroit. L'apparition des douleurs fut attribuée à une longue promenade, une marche d'une demi-journée faite quelques jours auparavant. On crut ainsi qu'Élisabeth s'était surmenée et avait ensuite pris froid. À partir de ce jour, Élisabeth devint la malade de la famille. Un médecin lui conseilla d'aller passer la fin de l'été dans une ville d'eau, à Gastein, où elle se rendit avec sa mère, non sans que de nouveaux soucis ne fussent venus l'assaillir. Sa deuxième sœur se trouvait de nouveau enceinte et, d'après les nouvelles qu'on en avait, cette grossesse s'annonçait fort mal. De ce fait, Élisabeth se décida très difficilement à partir pour Gastein, et 2 semaines à peine plus tard, sa mère et elle furent appelées auprès de la malade, maintenant alitée et qui n'allait pas bien. Je décidai donc de demander directement au conscient élargi de la malade à quelle impression psychique était liée la première apparition des douleurs. Il fallait pour cela plonger la malade dans l'état hypnotique, mais malheureusement je fus forcé de reconnaître que le procédé utilisé à cet effet ne parvenait pas à mettre la patiente dans un état différent de celui où elle m'avait fait sa confession. Je dus me tenir pour satisfait de ne pas l'entendre dire cette fois d'un air triomphant: « Vous voyez, je ne dors pas, il n'y a pas moyen de m'hypnotiser. » Dans mon embarras, l'idée me vint d'utiliser le procédé par pression sur la tête, que j'ai exposé en détail dans une précédente observation, celle de Miss Lucie. Je le pratiquais en recommandant expressément à la malade de me faire part de tout ce qui surgirait devant son regard intérieur ou dans son esprit. Elle resta longtemps muette et reconnut ensuite, lorsque j'insistais, qu'elle avait pensé à une soirée où un jeune homme l'avait raccompagnée chez elle, à la conversation qu'ils avaient eue, à l'impression ressentie en retournant au chevet de son père malade. En faisant pour la première fois mention de ce jeune homme, elle m'ouvrait un nouveau champ d'investigation que je ne pus défricher que peu à peu. Il s'agissait là d'un secret dont nul, sauf une amie commune, n'avait eu vent, non plus que les espoirs qu'elle nourrissait à ce sujet. La famille de ce garçon, ami DR depuis longtemps, habitait près de leur ancienne demeure, et le jeune homme, orphelin, s'était attaché avec beaucoup de dévouement au père d'Élisabeth, se laissait guider par lui dans sa carrière, et avait étendu aux femmes de la famille son affection pour le père.
De nombreux souvenirs de lectures faites en commun, d'échanges de vues, de réflexions qu'il avait faites et qui furent répétées à la jeune fille renforcèrent chez elle la conviction peu à peu croissante qu'il l'aimait et la comprenait et qu'en l'épousant, elle ne s'exposerait pas aux sacrifices redoutés que le mariage devait, selon elle, impliquer. Malheureusement, il n'était son aîné que de peu d'années et se trouvait encore fort loin d'avoir une situation indépendante. Mais elle était bien décidée à l'attendre. La grave maladie du père et les exigences de son rôle d'infirmière fit que leurs relations s'espacèrent de plus en plus. C'est au cours de la soirée dont elle se souvint en premier lieu que son sentiment atteignit un point culminant, mais il ne s'était pas expliqué encore. Ce jour-là, elle s'était laissée convaincre par les siens et par son père lui-même de quitter la chambre du malade pour se rendre à cette réunion où elle pouvait s'attendre à le rencontrer. Elle voulait se dépêcher de rentrer, mais on l'obligea à rester et elle céda quand il lui promit de la raccompagner. Elle ne s'était jamais sentie aussi attirée vers lui que durant le chemin du retour. Mais quand, en plein ravissement, elle rentra tard à la maison, elle trouva que l'état de son père s'était aggravé et se fit les plus amers reproches d'avoir consacré tant de temps à ses propres plaisirs. Ce fut la dernière fois qu'elle abandonna pour toute une soirée son père malade. Elle ne revit plus que rarement cet ami. Après la mort du père, il parut se tenir éloigné par respect pour la douleur de la jeune fille, puis le sort l'entraîna vers d'autres voies. Elle dut s'habituer à reconnaître que l'intérêt dont il avait fait preuve à son égard avait été étouffé par d'autres sentiments et qu'il était perdu pour elle. Cet échec de son premier amour la faisait encore souffrir chaque fois qu'elle y repensait.